Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et vous l'aurez remarqué, je ne suis pas dans l'endroit habituel. En effet, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je suis en train de refaire la pièce où je tourne pour changer un petit peu de décor parce que le papier peint j'en pouvais vraiment plus. Et du coup en attendant que les travaux soient terminés, d'ici quelques jours je pense, du coup je me suis mise où je pouvais dans ma maison pour essayer de vous trouver un petit endroit pour tourner ces vidéos. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Eh bien, je vais vous parler d'idées lecture. Quelques petites idées comme ci, comme ça, en ces temps de confinement, de pandémie, voilà, où on a envie de lire pour s'évader un petit peu. Alors, je vais pas parler forcément de livres de voyage parce que je n'en lis pas, mais je vais pouvoir vous présenter quelques lectures que j'ai aimées et qui peuvent éventuellement vous changer les idées. Comme d'habitude, une liste de lecture, ce ne serait pas une liste de lecture sans mes thrillers habituels. Je vous présente donc un coup de cœur. Je sais que j'arrête pas de dire coup de cœur dès que je parle dans ces vidéos, mais je vous parle des livres qui m'ont touchée et que j'ai particulièrement apprécié, donc voilà. Ce livre-là, vraiment, je l'ai lu, je l'ai dévoré sans pouvoir m'arrêter. Il s'agit de La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, avec le super visage de Dr Mamour pour ceux qui regardent Grey's Anatomy. J'en fais pas partie, mais je sais qui est le Dr Mamour. Bref, ce livre-là, il a toute une histoire avec moi. Mais d'abord, je vais vous présenter un peu le résumé. On est en 1975. Harry Kéber est un écrivain et il a une relation avec une jeune fille de 15 ans et cette jeune fille disparaît. 30 ans plus tard, on retrouve son cadavre, plutôt son squelette. Et donc Harry Kéber est accusé du meurtre. Un de ses amis, Marcus Goldman, va du coup mener son enquête de son côté pour essayer de démêler un peu les fils de cette intrigue. Et alors Marcus n'est pas du tout policier, il est écrivain. Mais voilà, il se lance à corps perdu dans cette enquête pour essayer de prouver l'innocence de son ami. Ce livre-là, on m'en a parlé énormément de fois. Vraiment. Ce livre-là, je ne voulais pas le lire. Encore une fois, vraiment. Je ne voulais pas le lire. Pourquoi? Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais en tout cas, moi, dès qu'on commence à me parler d'un best-seller, en me disant il faut que tu le lises, et bah il n'y a rien de tel pour me dégoûter, et pour que je ne le lise pas. Voilà, donc je ne voulais pas le lire, je ne l'avais même pas dans ma pile à lire. Je freinais des cas de fer, et un jour, en allant dans ma librairie préférée, eh bien, je l'ai trouvé, et je me suis dit, bon, allez, l'effervescence est un peu passée, donc maintenant, on va regarder un petit peu de quoi ça parle. J'ai commencé à le lire, je n'ai pas pu m'en décoller et je me suis mentalement traitée d'idiote de ne pas l'avoir lu plus tôt. Tellement il m'a plu. Et vraiment, je pense que c'est pour ça que je vous le conseille vraiment si vous ne l'avez pas lu. Alors, si vous faites comme moi, vous allez forcément vous dire non, je ne le lirai jamais. Faites comme vous voulez. Moi, je l'ai dit et je m'en suis mordu les doigts. L'enquête, elle est vraiment haletante. J'ai trouvé que c'était vraiment bien écrit. Le rythme, il n'y a rien à dire dessus. Le personnage principal, je m'y suis beaucoup attachée. Chose très importante quand on lit un livre, parce que si le personnage principal vous horripile, alors là c'est mort. Moi c'est bon, ça a été. On sent dans toute l'intrigue que le moindre détail, ça a son importance. Et la fin, je peux vous assurer que la fin, elle était vraiment top. Je ne l'ai pas vu venir. Alors après, avec un pavé comme ça, bien entendu, de temps en temps, il y a un petit peu de longueur. Mais vraiment, si vous cherchez un bon roman à dévorer le soir ou pendant le confinement, allez-y sans hésitation, c'est vraiment vraiment top. Je saurais même pas vous décrire la sensation de vide que j'ai eue quand j'ai tourné la dernière page et que je me suis dit mais ah bah ça y est, il est fini. Bon bah maintenant ma grande, tu le poses, tu vas le ranger dans ta bibliothèque et tu passes à autre chose. Et là franchement, ça fait ça avec certains livres, ça a fait ça avec celui-là. Je me suis sentie toute désemparée en me disant mais je lis quoi maintenant? Alors j'ai fait mon possible avec les éclairages, donc j'espère que ça va pas trop gêner. Je pense que certains livres vont être un petit peu en surexposition, mais c'est pas grave, on continue quand même. Et on continue avec un autre thriller. Alors cette fois-ci je ne vais pas vous parler de coup de cœur parce que ça n'a pas été un coup de cœur. J'ai aimé, j'ai passé un bon moment de lecture, mais c'était pas un coup de cœur comme Harry Kéber a pu l'être.
Je veux parler du livre, du pavé même, La Vallée de Bernard Minier. Bernard Minier, on en entend pas mal parler ces derniers temps. Et donc ici, c'est le 8e roman qui met en scène Martin Servaz. Je vais pas garder le livre tout le temps à la main parce qu'il est lourd. Vous avez vu, il est beau. Voilà, maintenant je le pose. La Vallée, qu'est-ce que ça raconte? Martin Servaz, c'est un inspecteur de police. On retrouve le schéma du thriller avec un homme donc là qui est assez torturé mentalement, dans le sens où il est suspendu de ses activités. Alors si vous n'avez pas lu les précédents opus, pas de problème. Personnellement, j'ai dû lire les 3 premiers, je me suis arrêtée et j'ai recommencé avec celui-là et j'ai pas été plus perdue que ça. Forcément ça vous spoil un petit peu les tomes précédents parce que c'est le 8e et ça reprend certains personnages des tomes précédents. Moi ça m'a pas plus gêné que ça. Bon bah maintenant je sais de quoi parlent les autres opus, c'est pas grave. La Vallée donc. Martin Servaz est appelé en pleine nuit par, je pense, la dernière personne au monde à laquelle il s'attendait. Et cette personne-là, elle est dans une espèce de vallée un peu isolée, elle lui demande de venir l'aider. Donc forcément Martin, bah, il prend sa voiture et il y va. Et il se retrouve embarqué dans une enquête à laquelle il ne s'attendait pas. Avec une abbaye mystérieuse, avec des meurtres assez chauds, avec voilà, des suspects à l'appel, et pour couronner le tout, il se retrouve bloqué dans cette vallée. Donc ça fait une espèce de huis clos assez intéressant mine de rien. Si je dis intéressant, c'est parce que ça aurait pu vite tourner en rond, un huis clos en plus dans une vallée avec toujours les mêmes personnages, c'est assez casse-figure on va dire comme sujet d'écriture. Mais au final je trouve que l'auteur s'en est très bien tiré. L'enquête est sympathique à suivre, je vous ai dit, c'est pas un coup de cœur. J'ai passé quand même un bon moment, j'avais envie de tourner les pages, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer. J'ai pas été perdue n'ayant pas lu les opus précédents. On voit pas vraiment le temps passer pendant la lecture. Après le tueur il peut être décelable, j'avais quelques doutes. Mais ça n'enlève en rien le plaisir de la lecture. Si vous souhaitez un bon thriller à lire, La Vallée, pas mal. Allez-y. Entre parenthèses, j'avais lu notamment le premier opus de cette série. Le premier tome s'appelle Glacé et j'avais vraiment beaucoup aimé. Petit disclaimer, il y a une abbaye mystérieuse dedans, mais pourtant c'est pas du tout un roman que je qualifierais d'ésotérique. L'abbaye elle est là pour l'intrigue, mais il n'y a aucun mystère chrétien derrière. Un de mes auteurs chouchous va arriver maintenant. J'essaye en général dans les vidéos de vous présenter un panel de livres sans forcément parler toujours des mêmes auteurs. C'est difficile parce que les auteurs tels que Franck Tilliez, tels que Jean-Christophe Granger, tels que Maxime Chatham, on les retrouve souvent dans les librairies et ce sont d'excellents auteurs. Après, j'essaye aussi de vous en faire découvrir d'autres qui valent tout autant leur pesant d'or. Bon, là je me fourvoie parce que on passe avec un Jean-Christophe Granger, donc vous allez me dire hey, c'est bien mignon ce que tu viens de nous dire. La dernière chasse de Jean-Christophe Granger, qui est son dernier paru, je crois, en grand format. Il y a eu une mini-série dessus. Je tiens à vous préciser tout de suite, si vous avez vu la mini-série, ne lisez pas ce livre, parce que cette mini-série reprend le livre. Alors, je ne l'ai pas vu jusqu'au bout, et d'un sens heureusement, ce sont des gens qui l'ont vu et qui m'ont dit que ça leur avait totalement ruiné toute la lecture. Moi j'avais vu le début de la série et je me demande même si la mini-série n'est pas sortie avant l'apparition du livre ou dans les mêmes eaux. Donc je trouve ça un petit peu dommage de ne pas prévenir le lecteur. Il y en a plusieurs qui se sont fait avoir et qui ont acheté le livre en ayant vu la série et du coup bah, l'effet était ruiné. De quoi ça cause? Un héritier, riche héritier, est retrouvé mort dans une forêt, éviscéré, tout ce que vous voulez. C'est une boucherie. Niemans arrive avec sa protégée Ivana et va mener l'enquête pour découvrir ce qu'il s'est passé. J'ai adoré ce roman parce que l'ambiance est folle. Elle est folle non pas parce qu'on est transporté, elle est folle parce que la plume de Jean-Christophe Granger retranscrit un truc vraiment particulier. J'aurais du mal à vous l'expliquer et je pense qu'il faut vraiment le lire pour comprendre. Le talent d'écriture de Jean-Christophe Granger il n'est plus à prouver. Pourtant, je n'ai pas aimé tous ses livres. Là, franchement, c'est de l'art. On a une intrigue qui tient en haleine, on a une atmosphère qui est, je le répète encore,
incroyable. On passe du champ lexical, de la chasse, de la forêt, d'une ambiance vraiment très particulière de sous-bois, à des cercles privilégiés de la haute, à des manoirs pas bling bling mais très aseptisés, à des familles d'héritiers qu'on sent retorse. Lisez-le pour son intrigue originale, lisez-le pour la fin originale aussi. Bravo, là pour le coup je ne le suis pas. On passe de la forêt aux demeures cossues, on voit vraiment que l'auteur il maîtrise le sujet, le vocabulaire de la chasse, tous les détails qui sont donnés, qui donnent parfois un peu de... je sais pas les mots, mais voilà, vous aurez compris. Bon, on sent que l'auteur s'est documenté, on sent qu'il y a de la rigueur derrière, on sent que ça n'a pas été écrit comme ça à la va-vite. Vous imaginez un manoir rempli de baies vitrées et de pierres blanches, situé en plein milieu d'une forêt sombre. Et là, vous avez le décor parfait pour commencer ce roman. C'est un petit air de Goethe et de la chasse sauvage, et ça vaut vraiment le détour. Vous en voulez encore? Eh bien on continue. Torrent de Christian Carayon. Je vous en avais vite fait parler sur une vidéo antérieure en vous disant que je ne parlerai pas de ce livre dans la dite vidéo. Et bien maintenant c'est chose faite, on va en parler. Ce livre-là, je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps et j'ai été vraiment enthousiaste quand je l'ai lu. 1984, des morceaux de corps humains sont retrouvés dans une rivière qui longe la ville de Fondmille. Et il y a un chirurgien qui est accusé du meurtre. Son fils va essayer de connaître la vérité en enquêtant de son côté. Il va découvrir plein de secrets de famille qui remontent à la Seconde Guerre mondiale. Christian Carayon, c'est un auteur que j'aime bien parce que ses livres se lisent facilement, les intrigues en général sont bien ficelées et celui-là, il fait pas exception. C'est bien écrit, on passe du passé au présent, alors du présent au passé. En général, les trucs comme ça, c'est pas trop ma tasse de thé, mais là, comme c'est bien écrit, ça ne m'a pas du tout gênée. J'ai trouvé que ça donnait un certain rythme à l'intrigue et c'est pas désagréable. Les personnages sont très attachants, on se rend compte très vite que l'intrigue de base, donc les morceaux de corps qui sont trouvés dans une rivière, le chirurgien qui est accusé du meurtre, on se rend compte très vite que c'est un peu un prétexte. La majeure partie du roman tourne autour de l'histoire familiale et qui va se dérouler pendant la Deuxième Guerre mondiale. On y parle de l'occupation, on y parle des femmes dans l'occupation, on y parle d'actes un peu barbares qui se sont passés dans la France occupée. Pas d'un point de vue nazi, justement, d'un point de vue vraiment collaborateur. Bien entendu, c'est un roman, hein, c'est pas un livre historique, mais sincèrement, c'est vraiment prenant. Et ce ne sont pas des thèmes que je rencontre très souvent dans mes lectures. Ça m'a bien plu. C'est pas bardé non plus de bons sentiments, on n'a pas les méchants nazis d'un côté, ou les méchants collabos d'un côté, et puis les gentils résistants de l'autre. Tout est en nuance. On voit que les protagonistes sont capables de faire des choses bien et des choses mal. On sait quand même qui a tué à la fin au niveau des corps qui flottent, etc. Mais j'insiste vraiment sur un point, c'est que ce roman nous attache à des personnages et non à une intrigue. Le final se tient, c'est pas le plus important. Moi j'ai vraiment eu beaucoup d'affection pour justement ce chirurgien si taciturne, si droit et dont on se rend compte au final qu'il a vécu des choses absolument atroces lors de la Seconde Guerre mondiale. Et le fait que son fils cherche dans les secrets familiaux, remue des choses, eh bien ça crée un rapprochement père-fils qui est tout à fait sympathique à voir. Alors, encore une fois, c'est pas un rapprochement où ils se tombent les bras dans les bras et « oh je t'aime mon fils », etc. Non, non. Tout est dans la pudeur, tout est dans la retenue. J'ai trouvé que les personnages étaient vraiment bien écrits et que les attitudes étaient extrêmement bien respectées. Après vous avoir parlé de thriller, d'enquête un peu gore, on va passer aux lectures sans prise de tête. Les livres qu'on lit tranquillement, au soleil, dans son hamac, les lectures à la cool. On commence avec Son espionne royale mène l'enquête de Rhys Bowen. Et ici, on trouve donc Georgie. Georgie, elle fait partie de la famille royale anglaise, alors elle est 34e dans la ligne de succession. Et Georgie, elle est fauchée. Son père est décédé, sa mère c'est une mondaine donc qui est partie il y a très longtemps de la maison. Et son demi-frère, donc qui a repris le titre de duc, lui a coupé les vivres. Voilà, super la famille. Les aventures de Georgie se déroulent dans les années 1930, c'est très intéressant je trouve à lire. Georgie ne s'entend pas non plus avec sa belle-sœur, bref, vous aurez compris que c'est un imbroglio familial. Du coup, elle s'exile à Londres et
dans la demeure familiale londonienne et il faut bien qu'elle trouve quelque chose à faire pour vivre. Donc d'un côté on a une prétendante au trône, même si elle est 34e, on a quand même un membre de la famille royale qui se retrouve toute seule dans une maison, sans domestique, sans savoir allumer un feu et qui se nourrit de lait et de toast. Elle va apprendre à se débrouiller toute seule et un jour la reine l'appelle pour lui demander un service. Il faudrait qu'elle commence à espionner un peu son cousin, le futur roi d'Angleterre, Albert, qui commence à fréquenter une certaine américaine. Alors, ceux qui connaissent un petit peu l'histoire royale britannique, ils ont compris la référence. On connaît un petit peu la trame de l'histoire. Georgie va donc commencer à espionner son cousin, forcément il y a des meurtres dans l'entourage, elle va devoir mener l'enquête, elle va succomber au charme d'un beau jeune homme, et leur duo va être assez comique. Alors je ne spoile rien, hein, rassurez-vous, parce que c'est une série, ça dure plusieurs tomes. Georgie, elle est attachante, même si elle fait partie de la famille royale, on sent qu'elle a du caractère, elle ne minote pas, elle est pas géniarde, elle est pas à se plaindre tout le temps, voilà, elle prend le taureau par les cornes et elle y va. Ça donne vraiment des situations parfois assez cocasses entre le décalage de son éducation, donc au final très aristocratique, et l'arrivée dans une vie somme toute normale où elle doit s'adapter à ce qu'elle n'a jamais connu. C'est savoureux, on retrouve les charmes d'une époque que moi personnellement je connais très peu. L'intrigue est simple, les personnages sont caricaturaux, attachants, on est dans la lignée des romans british. Je change totalement de registre, on quitte les thrillers, les enquêtes, les meurtres, tout ce que vous voulez, et là on passe carrément de l'autre côté avec la merveilleuse boutique de crème glacée de Viviane. Vous ne l'aviez pas vu venir celle-là. Ici on va être plutôt dans un roman contemporain, selon mes propres critères bien entendu. Imogen et Anna héritent d'une boutique de crème glacée qui appartenait à leur grand-mère. Sauf que le problème c'est que cette boutique elle est en train de péricliter. Donc les deux sœurs vont retrousser leurs manches et vont essayer de remettre la boutique à flot. Je dois dire que de temps en temps, eh bien, ça fait du bien de lire des romans de ce genre. C'est frais, c'est pas prise de tête. Parfois on voit les scènes arriver à 4 km, mais c'est bien écrit, c'est revigorant. Un peu rocambolesque, mais en même temps j'ai envie de dire, quand on lit des livres de ce genre, c'est vraiment pour s'évader. Ça remplit parfaitement cette fonction-là, les personnages sont sympas, c'est un truc feel good, ça donne une sensation de bien-être. Si vous cherchez un roman hamac, allez-y, les yeux fermés, c'est vraiment top. Et je crois même qu'il y a une suite que je n'ai pas encore lue. Je suis en train de voir que j'ai la pile qui est en train de monter. On va passer au dernier livre. Et on change encore une fois totalement de registre. Je vous dis, dans mes vidéos, j'essaye vraiment de vous présenter à chaque fois plein de genres différents parce que je sais que vous qui regardez ces vidéos-là, eh bien vous n'aimez pas forcément que les thrillers ou pas forcément que les romans historiques, fantastiques, enfin j'en sais rien. Là, mon but, c'est vraiment de vous donner des idées lecture. Je vous en donne peu à chaque fois parce que ça sert à rien de vous noyer sous un millier de titres. On y va petit à petit. Un jour, peut-être que j'aurai terminé de faire toute ma bibliothèque. On a encore le temps. Pour ceux qui aiment le fantastique, vous avez bien fait de rester. Je vais vous présenter le dernier livre. Alors, quand je dis fantastique, c'est pas de la fantaisie. La fantaisie, c'est un des genres que je lis le moins. Ici, on est plus dans une histoire de fantômes. Il s'agit de la série Charlie Davidson. Première tombe sur la droite, donc c'est le tome 1. Cette série-là, j'ai choisi de vous la présenter parce qu'elle a un petit quelque chose que les autres n'ont pas. Le speech déjà, pour commencer, Charlie Davidson, elle est faucheuse. Alors, c'est pas elle qui va aller tuer les gens, au contraire, en gros, les fantômes des gens vont venir à elle et vont devoir la traverser pour accéder à un autre monde. Dit comme ça a l'air bizarre, mais c'est mieux écrit, rassurez-vous. Elle va s'établir en tant que détective privée pour résoudre les meurtres des gens dont elle voit les fantômes. Et donc le petit plus pour cette série-là, c'est l'humour. Je pense que c'est une des rares séries qui m'a vraiment fait éclater de rire. L'humour dedans, il est indescriptible, mais l'héroïne, je vous jure que c'est une pépite. Cette série, ça a été une de mes meilleures trouvailles, parce que le style d'écriture est savoureux. On a tout ce qu'il faut pour avoir une excellente série. On a une héroïne qui est extrêmement drôle, on a des situations qui sont à la fois cocasses, mais en même temps qui restent dans la lignée de ces séries-là. On a aussi un petit peu de tension sexuelle parce que forcément il y a un bellâtre. Genre homme badass et ténébreux. Savane, c'est brut de décoffrage, ça redonne vraiment la pêche.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains de ces livres. Si jamais vous avez envie aussi d'un autre format, par exemple, je sais pas si vous voulez que je lise des extraits de livres ou si vous souhaitez que je parle de certains genres en particulier. Bref, l'espace commentaire il est à vous, n'hésitez pas, je suis toute oui. N'hésitez pas non plus sur Instagram, sur Twitter, comme vous voulez. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages par Instagram et ça me fait à chaque fois super plaisir. Donc merci à tous ceux qui m'envoient des petits messages en me disant oh bah j'ai acheté ce livre là après avoir vu ta vidéo. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça fait plaisir. En tout cas je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bonne lecture!